Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouverture, grève, stabilité, saccage, sanctions, examen, réussite, échec. Voici les nombreuses matières du système éducatif, mais la totalité ne fait pas la moyenne. Les appréciations sont dépréciatives, la note aussi. L'école s'étiole, les élèves sont les principales victimes. Sont-ils dans le tartare? Sont-ils, comme Sisyphe, obligés de suivre un chemin sinueux vers le savoir? Repenser le système éducatif est une exigence. Le penser avec un A, une nécessité. Qui de mieux qu'un professeur tutélaire des universités, ancien ministre de l'enseignement supérieur, travailleur de la preuve, comme disait Bachelard, brillant scientifique, travailleur également du mot, un brillant littéraire, professeur Mary Teuw Niane, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir. Moi aussi, je suis heureux d'être avec vous. On va parler un peu de cette interrogation qui peuple le fond d'écran de cette émission, de l'éducation, un point d'exclamation, comment repenser l'école. Première question, professeur Mary Teuw Niane, qu'est-ce que notre système éducatif est devenu aujourd'hui? L'état des lieux. Il est à la fois un système qui a des aspects positifs et qui a aussi pas mal d'aspects à revoir. C'est un système qui, à un moment donné, a fait son introspection avec les assises de l'éducation et de la formation, initiées à l'époque par le président de la République avec comme ministre de tutelle Serigne Mbaye Thiam et pilotées par le professeur Abdou Salam Sall. Et ces assises avaient conduit à un conseil présidentiel où 11 décisions avaient été prises. La question, c'est où en sommes-nous aujourd'hui avec la mise en œuvre de ces 11 décisions? Il y a certes des avancées puisque le nombre de candidats au bac, qui est l'achèvement, je dirais, de l'éducation nationale, a augmenté globalement depuis une décennie, que les filières scientifiques et techniques, même s'il y a eu plus d'établissements qui sont dédiés à ces filières, nous constatons quand même qu'au niveau du nombre de candidats au baccalauréat, un recul en pourcentage d'abord, et puis cette année même en nombre de candidats dans les filières scientifiques et techniques. D'autre part, la part de professionnalisation dans ce système éducatif est quand même encore loin de ce qu'il faut. Nous constatons, c'est vrai, aussi que c'est un système qui a le niveau au sens où les meilleurs du système se comparent aux meilleurs qui sont dans les autres pays. Puisque si nous prenons nos bacheliers qui ont les mentions bien et très bien, qui vont faire les classes préparatoires dans les grandes écoles en France ou qui sont dans les top 100 des lycées des universités du classement Shanghai, ils réussissent comme les autres. Mais c'est un système aussi qui a beaucoup d'échecs. Vous parlez comme vous l'avez dit. Ce sont des exceptions. Oui. Mais c'est important. Ce n'est pas des exceptions parce que ça, c'est l'élite du système. C'est l'élite du système. Si vous prenez d'autres pays, vous pouvez avoir des élites qui sont du niveau très faible. Ici, l'élite est du niveau international. Maintenant, comme on l'a dit, l'échec est très important, la déperdition est très importante, et au-delà de cela, il y a surtout la tendance. Nous sommes un pays qui aspire à devenir émergent. Un pays qui aspire au développement, un pays qui veut être un pays qui exploite dans le pays ses propres ressources. Donc le capital humain, scientifique et technique est essentiel. Or, cette année, on est à 16% de candidats au baccalauréat qui sont scientifiques, dans les séries scientifiques. On a moins de 600 candidats en S1 et S3, qui sont les filières d'élite de notre système. Ceci est sur 150 000 et quelques candidats au baccalauréat cette année. C'est donc un vrai problème
Mais c'est un problème qui est là déjà depuis plusieurs décennies. Parfois, on dit qu'il y a beaucoup d'élèves littéraires, moins d'élèves scientifiques. Alors, les élèves ce n'est pas la faute des élèves. Pour moi, ce n'est pas la faute des élèves. Il faudrait créer les conditions pour que nous arrivions à cela. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Autour des années 80, il y avait plus de candidats dans les séries scientifiques que de candidats dans les séries littéraires. Donc c'est au fur et à mesure que c'est parti. Il faut à la fois interroger les programmes, depuis le préscolaire jusqu'au baccalauréat. Oui. Il faut interroger le niveau et la qualité des enseignants. Il faut interroger la documentation. Il faut interroger les possibilités de travaux pratiques des élèves. Il faut interroger les motivations que la société donne à ses élèves pour aspirer à avoir une carrière ou des vocations scientifiques et techniques. Oui. C'est une question à la fois de l'État, puisque c'est l'État qui a la manette, mais c'est une question aussi de société, c'est-à-dire que notre société, comment elle perçoit l'école, comment elle place l'école, oui. Et aussi comment l'école se place dans la société. Parce que quand on a des enfants qui, à la fin de l'année, détruisent les salles de classe. Parler des saccages, il faut se pencher dans l'actualité. Oui. Les saccages, etc. Quelle réaction par rapport à ces saccages-là en tant que professeur, de voir des élèves qui, en fin d'année, saccagent leur environnement, autrement dit, leur cocon spirituel, leur hôpital d'esprit, pour tout simplement on va en vacances. Comment analyser ce phénomène qui commence à faire tache d'huile maintenant au Sénégal? Cela veut dire que le système est, j'allais dire, psychologiquement malade. Cela veut dire quoi? Que moi je l'ai comparé que ces élèves-là, ils pensent être dans une prison, que l'école est une prison, et que la fin d'année, c'est la sortie de prison. Et cela veut dire qu'il faut d'abord que l'élève se sente bien à l'école. Il faut que l'école revienne aussi à quelque chose qui est un long héritage depuis la colonisation, et ça a perduré, qui est que l'école s'occupe de formation dans des disciplines. L'école doit s'occuper aussi de formation de l'être humain. Et cet aspect-là n'est pas suffisamment pris en compte au niveau de nos programmes. Ce que les anglo-saxons appellent les soft skills, la citoyenneté, le leadership, le développement personnel, le service à la communauté, doivent être des parties intégrantes de la formation de l'élève et aussi de l'étudiant par la suite. Et cela n'est pas suffisamment pris en compte. Et je pense que c'est plus aussi, l'école n'est pas isolée de la famille. Nous tous, nous le voyons dans notre pays. Les familles ne jouent plus le rôle qu'elles jouaient, nous, quand on était élèves. Il y a plusieurs décennies. Nos parents n'étaient pas allés à l'école. Et pourtant, ils s'occupaient très bien de l'éducation des enfants, de l'accompagnement des enfants. Aujourd'hui, beaucoup de familles, déjà les parents eux-mêmes ne sont pas bien éduqués pour pouvoir éduquer les enfants. Je pense qu'il faut aussi revenir à ces choses, plus l'environnement. L'environnement, j'y reviens, et l'environnement, les médias ont un rôle très important. Oui. Les médias entrent partout. Oui. Les médias, les jeunes sont en contact avec les médias. C'est vrai, les réseaux sociaux, mais la radio, la télévision, etc. Et je pense qu'il faut arriver. Et c'est là où je pense qu'il y a un effort du côté des pouvoirs publics à faire, accompagner les médias pour que la promotion de l'éducation et de la formation, la promotion de la culture scientifique et technique devienne des priorités nationales, et que les émissions dans les médias qui font cela soient accompagnées, et qu'il y ait plus d'émissions dans ce sens-là. Des émissions positives, c'est-à-dire qui valorisent les réussites, qui valorisent les succès. Parce que notre école, c'est le levier pour notre développement et notre insertion dans le monde. Si nous ratons l'école, c'est fini.
C'est fini. Et Nous devenons marginaux. Vous le disiez tout à l'heure, professeur Mary-Teuw Niane, les élèves sont le produit d'un système. L'école n'est pas une sphère isolée de la société. Depuis quand cette roue-là s'est brisée? Je vous parlais de ce trait d'union qui existait entre la famille et l'école, entre l'éducation et l'instruction. Je pense qu'il y a eu une dépréciation lente et constante qui a amené cela. Parce que je pense que d'abord, l'école s'est massifiée. Oui. Ce qui est une excellente chose. Oui. Et ce n'est même pas suffisant encore. Exactement. Parce que jusqu'à présent, il y a des enfants qui ne vont pas encore à l'école. La COSIDEP comptait 2 millions, 3 millions au moins d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Or, il faut absolument que tous les enfants soient scolarisés. Le deuxième aspect, c'est que nous avons eu des systèmes qui fonctionnent en parallèle. Or, qui est le système arabe, école coranique, système arabe. Heureusement, il y a eu ensuite, en juillet 2013, le bac arabe, qui permet à ce système de pouvoir continuer, mais il n'y a pas une intégration de ces systèmes-là. Et c'est fondamental que l'école intègre ces systèmes. Il y a aussi le fait que l'école n'a pas pris en charge, je dirais, 3 choses. Lesquelles? La première chose, c'est la religion. Alors, Oui, quand je le dis, les gens vont sursauter en disant le Sénégal est un pays laïque. Mais je rappelle, la laïcité sénégalaise n'est pas la laïcité française. La laïcité française, elle est anticléricale. La laïcité sénégalaise veut dire traiter les citoyens à égalité par rapport à leur religion. Et ce qui fait que l'État du Sénégal intervient en construisant des mosquées. L'État du Sénégal intervient dans les manifestations religieuses. Mais pourquoi la religion, qui est un élément essentiel du Sénégalais, n'est pas enseignée à l'école? Il faut que la religion soit objet de débat, objet d'études, de recherche, de réflexion, de débat, critique dans le bon sens du terme. Exactement. Mais elle doit être n'a pas seulement une enseignée. acception Un négative. enfant qui va à l'école doit pouvoir apprendre sa religion aussi à l'école. Je pense que c'est un élément, parce que c'est un hiatus. Les religions ou bien sa religion? Je dis sa religion d'abord. Sa religion d'abord. D'abord, et ensuite, évidemment, connaître les religions. Parce que ça aussi, ça cimente la société. Exactement. Le deuxième aspect qui n'est pas pris en compte, ce sont les langues nationales. Il y a un progrès qui commence à se faire. Ouais. Il y a des écoles bilingues qui commencent. Même si je considère qu'il faudrait... Le département est trop large pour prendre en compte la diversité linguistique sénégalaise. À mon avis, il faut au moins arriver au niveau de la commune. Ouais. Que la commune, la langue majoritaire de la commune, soit la langue d'enseignement de la commune. Cela, on en a besoin pour une décennie au moins, et ensuite pouvoir que chaque enfant, quel qu'il soit, apprenne dans sa langue. Mais apprendre dans les langues nationales avant d'apprendre en français, qui est notre langue officielle. Et les expériences du ministère de l'Éducation nationale ont bien prouvé qu'en démarrant avec sa langue nationale et ensuite en prenant le français, arrivé en CM2, ces jeunes qui ont fait ces 2 langues sont de même niveau ou parfois même de niveau supérieur que ceux qui sont venus apprendre par le français seulement. Et c'est important pour les sciences. Parce que tout à l'heure, c'est important. La question, ce n'est pas les mathématiques, la question, c'est la langue d'apprentissage. Exactement, c'est la langue, parce que vous venez, il faut d'abord comprendre la langue avant de comprendre les contenus scientifiques qui sont dans la langue. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'élèves. Et il y a beaucoup de choses autour de cela. La troisième chose, c'est le volet culturel. Notre société, c'est une société aussi de culture. Vous voyez, nous ne faisons rien sans ces 3 choses-là. Tout ce qu'on commence, il y a la religion. Tout ce qu'on commence, il y a la culture. Il y a le chant, la musique, la danse ou autre chose. Ça fait partie. Même, il s'est imbriqué. Et puis, il y a nos langues. Vous sortez, je suis sûr, ici à ITV, si vous regardez le pourcentage d'utilisation des langues dans la journée, vous utilisez plus les langues nationales que la langue officielle que nous utilisons. Et toutes les émissions, d'ailleurs, se wolofisent. Exactement. Et donc, c'est important que ces 3 choses
entre dans l'école pour que l'école soit suffisamment... il n'y ait pas de rupture entre la famille, entre la société et l'école. L'école doit être dans ce continuum-là. Et je pense que ce chemin, il n'est pas facile. Parce que ce sont des décennies et des décennies, voire un siècle de tradition qu'il faut rompre. Et ce n'est pas facile. Mais il faut y aller pour qu'on ait une école qui soit plus notre école que l'école que nous a léguée le colonisateur. Le processus est extrêmement important. Vous parliez tout à l'heure des 3 choses qui doivent entrer à l'école. Il y a une chose qui doit sortir de l'école, c'est la violence. Les temples du savoir sont maintenant devenus, professeur Mary Teuw Niane, des temples de violence. Comment expliquer un peu ce changement brusque et brutal? Oui, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Parce qu'on parle tout à l'heure des saccages, c'est de la violence. Hein? Oui, il y a d'abord comme on dit, cette discordance entre le ressenti des apprenants et ce que doit être l'école. Quand il y a cette distorsion, quelque part, naît la violence. Il y a aussi, pendant beaucoup de périodes, et je pense que ça a quand même reculé, et j'espère que ça ne va pas revenir, la politique dans l'école. Oui. Ça aussi, ça a été pendant un temps source de violence. Et puis, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. Et là-dessus, comme on dit, les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire que des engagements pris par les uns ou les autres et qui n'ont pas été respectés, que ce soit le pouvoir public, que ce soit les personnels, que ce soit les étudiants, les élèves, etc. Donc, il faut arriver à ce que l'école puisse fonctionner de manière correcte parce que la population, la société considère l'école comme importante. Vous le pensez toujours? Oui. Vous le pensez toujours que la société considère l'école, la quête du savoir comme une chose importante maintenant? Non, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ni la société, ni les pouvoirs publics, ni les acteurs sociaux. Je pense que c'est là où... à un moment même, j'avais lancé l'idée de créer une coalition nationale qui dépasse les acteurs de l'école, qui dépasse les clivages politiques, autour de l'école, de l'éducation, de la formation, de la science, de la technologie, du numérique, de la recherche et de l'innovation. Oui. Ce sont des éléments entièrement liés et qui font qu'un pays progresse ou qu'un pays stagne et un pays est marginalisé. Et cela, je pense qu'il y a encore un effort très important à faire. Parce que c'est ça qui fera que dans un pays, les compétences sont respectées. Le respect de la compétence, l'émulation vers une meilleure compétence, le fait que le savant est respecté, le fait que la connaissance est respectée, le fait qu'on comprend, attention, ça relève. Il faut apprendre pour pouvoir s'exprimer sur telle chose. Aujourd'hui, on voit sur n'importe quel problème, n'importe qui s'exprime. Des tautologues. Oui. Et ça, il ne se rend même pas compte que... Mais attention, sur ça, je ne sais pas. Il faut que j'aille apprendre, que j'aille lire. Il m'est arrivé de poser la question à des collègues enseignants du secondaire en leur demandant, mais est-ce qu'on continue à enseigner le commentaire de texte? Parce que je me rends compte que beaucoup de nos jeunes ne savent pas lire un texte. Et c'est un problème. Parce que c'est un problème de dialogue. Et quand vous avez cela, naturellement, qu'est-ce qui va naître comme réponse, comme argument? L'invective. Parce que l'invective qu'on retrouve dans les réseaux sociaux, c'est rien d'autre qu'une insuffisance de connaissances, une insuffisance de culture, de dialogue et de discussion. Et c'est ça qui, parce que après l'invective, c'est la violence. Et merci beaucoup pour cette perche, professeur Mary Teuw Niane. Pourquoi aujourd'hui insulter est plus facile qu'argumenter? Parce que insulter, c'est l'arme des ignorants. Quand une personne, sur une question,
elle est ignorante. Pour penser, terminer le débat, comme dirait Terminator, terminer le débat, on insulte. Par contre, si une personne est instruite, elle est cultivée, elle sait que la divergence existe et elle est naturelle. Elle est naturelle. Elle est un élément de la vie humaine, de la vie de la société, de la vie publique. Et elle participe même à enrichir la vie publique. Donc, on peut s'exprimer, la réponse doit être élégante et doit être enrichissante. Oui. Ça n'empêche pas de dire une opinion contraire à une autre opinion. Et ça, il nous faut aussi recouvrer cela. Et pour le recouvrer, et là, j'appelle les communes. Mais chères communes, une priorité, c'est d'avoir une bibliothèque au moins dans chaque commune. Parce que c'est la bibliothèque. Le hasard fait bien les choses. Nous sommes en période de campagne électorale. On parle d'éducation, on parle bibliothèque. Il le faut, ce sujet-là. Il faut une bibliothèque dans chaque commune. Je pense que chaque maire doit se faire un point d'honneur avant de terminer son mandat, d'avoir construit une bibliothèque. Oui. Et cela donnera un lieu de lecture, un lieu d'échange culturel, et cela va enrichir les élèves, les enseignants, mais va enrichir aussi tous les autres, parce que tout le monde a besoin de lire pour se cultiver, pour apprendre autre chose, pour découvrir autre chose. Oui. Quand on lit, on n'a presque pas besoin de voyager, Oui. parce que les livres vous font voyager. C'est le grand voyage. Hein. Exactement. Et ça, c'est très important. Et je pense aussi, c'est important que les médiathèques se développent. Il est de plus en plus, d'ailleurs, on combine médiathèque et bibliothèque. Oui. Et parce que les jeunes, nous le savons, ils aiment le numérique, ils aiment les réseaux sociaux. Donc les médiathèques sont très adaptées aujourd'hui à la culture qu'ont les jeunes. Le développement des médiathèques, Oui. c'est aussi important. Le développement des espaces d'art et de culture. Nous n'avons plus d'espace de théâtre. Nous n'avons plus d'espace de cinéma. C'est vrai, la télévision a joué un rôle. C'est vrai que le numérique, l'Internet a joué un rôle. Mais c'est important de reconstruire cela parce que tout cela participe à forger une pensée qui a envie de s'enrichir et une pensée qui se développe dans une confrontation pacifique, parce que confrontation à travers les idées. Et il y a une belle confrontation entre le professeur Mary-Teuw Niane et le professeur Ismaïla Madior Fall. Mais ici, on parle d'éducation. Restons un peu sur cette violence verbale qui est un marqueur d'identité. Est-ce qu'on peut y voir les faillites de l'école par rapport à cette violence verbale-là, par rapport à ces insultes? Est-ce qu'il y a une responsabilité scolaire dans ce jeu où c'est celui qui insulte le plus qui gagne? En partie, pas seulement l'école. En partie parce que pour les insuffisances de formation de l'école, comme on l'a dit tout à l'heure, ne donnent pas à beaucoup d'élèves les moyens de débattre. Ça, c'est un aspect. Mais il y a aussi un aspect, parce que quand un groupe, qu'il soit politique, qu'il soit syndical, se positionne en utilisant l'invective, cela aussi participe à polluer l'espace politique. Et je pense que tout le monde doit faire une autocritique à ce niveau-là. C'est dans le plaidoyer qu'un pays comme le Sénégal va progresser. Oui. Nous avons des tares, nous en avons beaucoup. Nous avons beaucoup de lacunes. Mais au moment le plus difficile où nous avions ces lacunes, au moment le plus difficile où l'expression partisane était même interdite, le débat politique, le débat intellectuel était là. Oui. Parce que nous avions aussi une couche intellectuelle suffisamment formée. Oui. C'est vrai que ça s'est élargi, elle était à l'époque restreinte, elle s'est beaucoup élargie, elle s'est même massifiée, mais la qualité aussi n'a pas beaucoup suivi. Et c'est peut-être ce qui appauvrit le débat. Et appauvrissant le débat, quand le débat est pauvre, comme on a dit,
l'injure remplace le plaidoyer. Et c'est en cela que l'effort de débat que font les télévisions, les radios, cet effort est important. Et ça participe à l'éducation. Oui, cet effort est important. Il participe à l'éducation politique, à l'éducation culturelle, à l'éducation sociale et à l'éducation civique. Parce que si ces jeunes qui ont détruit leur salle de classe avaient une bonne éducation civique, cela n'aurait pas lieu. Donc, cet effort doit continuer à être renforcé. Permettez-moi de les appeler les preneurs d'otages dans le système éducatif. Je parle toujours de ces relations en dents de scie entre les professeurs et le gouvernement. Pourquoi il y a un mal qui ne quitte pas l'école? Ce sont les grèves, professeurs. Il y a eu 3 mois de grève, il n'y a pas eu concert de casserole pour montrer un peu l'importance du savoir dans notre société. Pourquoi ces preneurs d'otages-là n'arrivent pas encore à faire une paix des braves? Parce qu'il y a l'école qui en dépend, le savoir qui en dépend. Vous avez deux parties, je dirais. Une partie qui est l'éducation, les enseignants, les acteurs de l'éducation, qui se considèrent comme n'étant pas suffisamment bien traités et qui ont posé des revendications. L'État aussi, sans toujours mesurer les moyens dont il dispose, accepte les revendications, signe des pactes et à la fin, les pactes, malheureusement, ne sont pas respectés dans le timing exigé, et ce qui fait que nous sommes dans un cercle infernal. Oui. Et je pense qu'il faut revenir un peu à un certain nombre de choses. D'abord, pour l'État, il n'y a pas assez. L'État fait des efforts pour l'éducation et la formation. Mais je pense qu'il faut encore faire davantage d'efforts. Les enseignants jouent un rôle, leurs conditions doivent encore s'améliorer. Mais les enseignants aussi doivent faire plus d'efforts encore pour l'école. Plus de patriotisme. Oui, c'est vrai que moi je dis un enseignant est un combattant de l'école. Et en étant combattant de l'école, qu'on fait avancer les choses. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont progressé. Ce n'est pas des décrets ou des arrêtés qui ont fait progresser cela. Mais c'est parce qu'il y a une conscience professionnelle et même militante que les choses ont avancé. Et je pense que il y a une nécessité d'un partenariat. C'est-à-dire qu'il faut nouer un partenariat de type nouveau entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement, avec une participation de la société civile de l'éducation, mais aussi de la classe politique sénégalaise et de toute la société civile sénégalaise. L'école ne doit pas être seulement une affaire enseignant-gouvernement. Il faut que toutes les sphères, comme on dit, s'impliquent. Oui. L'Assemblée nationale doit s'impliquer. Le HCCT doit s'impliquer. Le Conseil économique, social et environnemental doit s'impliquer. Les collectivités territoriales doivent s'impliquer. Les parents d'élèves, les organisations patronales, les corps de métier, pour qu'il y ait ce gros partenariat, pour que tout le monde se dise l'école, c'est notre priorité. Ouais. C'est parce que c'est ça qui fera que notre Sénégal, demain, nous aurons des industries fortes. Si on n'a pas d'industrie forte, il n'y aura pas de comme on dit, un écosystème de PME fort et il n'y aura pas une absorption du chômage forte. Ouais. C'est quand il y a une école forte, une école orientée évidemment vers les sciences, les technologies, vers les métiers que ceci pourra avoir lieu. Et à ce moment-là, on pourra faire un saut qualitatif. Oui, c'est important de finir par ce chapitre, professeur Mary Teuw Niane. On dit toujours, et moi je le dis, le contraire de la pauvreté, ce n'est pas la richesse, mais c'est l'injustice. Une école publique qui ne marche pas, une école privée qui fonctionne. Comment expliquer ces divisions qui inscrivent un peu le savoir dans deux
routes différentes. Le savoir est pour les riches et non pas pour les pauvres. Comment expliquer cette discrimination qui commence dès le bas âge? Dans les quartiers, on voit deux élèves, l'un est dans l'école publique, l'autre dans une école privée. Celui qui a les moyens étudie, celui qui n'a pas les moyens erre dans la rue. Comment comprendre cela? Oui, je pense qu'il y a notre système éducatif a une longue tradition. Et nous avons une tradition d'écoles privées, qui était d'ailleurs le plus souvent au départ des écoles privées chrétiennes, une tradition d'écoles publiques fortement enracinées, une tradition aussi d'écoles coraniques arabes, et plus récemment, une tradition d'enseignement à distance. Nous avons ce système-là. Oui. Et ce qui est important, c'est que ce système soit d'abord équitable pour tous les élèves. Oui. C'est-à-dire que si vous prenez le chemin public, qu'à la fin, le diplôme que vous avez soit de même niveau et de même qualité que celui qui a pris ou celle qui a pris le chemin de l'école privée, ou celui ou celle qui a pris le chemin de l'école coranique et arabe, ainsi de suite. Oui. Ou celui qui a pris le chemin de l'école numérique. Il est fondamental, et c'est pourquoi j'ai toujours dit que pour moi, l'école publique est d'égale dignité que l'école privée, qui est aussi d'égale dignité que l'école arabe, coranique et arabe, qui est aussi d'égale dignité que l'école d'enseignement à distance. Dans le supérieur, cette question est réglée parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autorité nationale d'assurance qualité. C'est elle qui est l'organe autonome du gouvernement qui évalue le public et le privé et permet de dire ce diplôme-là, il est habilité, il est accrédité, cette institution a une habilitation institutionnelle, etc. Et ça, c'est indifférent selon le type d'école. Je pense qu'au niveau aussi du préscolaire jusqu'en terminale, au niveau de la formation professionnelle, on doit avoir quelque chose qui ressemble à cela. Oui. Pour pouvoir assurer d'abord que la qualité y est, quel que soit le type d'école qu'on choisit. D'autre part, il faut bien dire que le public, jusqu'à présent, au niveau de l'élite, le public est quand même meilleur. Avec les maisons, avec des écoles d'exception, ce sont des Oui, écoles oui. d'excellence. Oui, oui, mais le public quand même, ou encore Britannie militaire. Parce que quand il y a le concours général, jusqu'à présent, ce sont les établissements du public qui ont le plus grand nombre de prix et qui ont même en général les premiers prix. Donc, l'école publique, malgré ses soubresauts, mais ça, on le voit ailleurs. Vous savez, qu'est-ce qui explique cela? C'est lié aussi à la qualité, à un niveau donné des enseignants. Et c'est cette qualité-là qui permet, malgré le niveau, malgré le nombre d'élèves en classe, que le public soit encore en première position. Mais ce n'est pas quelque chose qui est pérenne. C'est quelque chose qui va bouger. Parce que le privé aussi s'améliore. Le privé crée des écoles d'excellence, etc. C'est pour cela, dans ça, moi je salue la naissance des lycées d'excellence scientifique. Un lycée comme Mariama Ba, le lycée d'excellence scientifique de Diourbel, le Britannie militaire Charles Thioréré. Moi je suis dans la logique qu'on ait au moins un lycée d'excellence scientifique dans chaque région du Sénégal. Au moins, c'est fondamental. Ouais. Mais je salue aussi particulièrement le travail qui est fait dans un lycée, qui est le lycée Limamoulaye. Le lycée Limamoulaye n'est pas classé parmi les lycées d'excellence. C'est un lycée de masse qui traverse une école publique de masse. Il n'y a pas d'internat. Oui. Et les élèves ne sont pas sélectionnés pour venir au lycée Limamoulaye, comme ils le sont à Mariama Ba, au Britannie ou au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Mais grâce au travail qui est fait par les enseignants, par l'administration, ce lycée arrive à avoir des résultats qui le comparent au lycée d'excellence.
je pense qu'ils méritent d'être soutenus au même titre que les lycées d'excellence. Et je dis aussi que les lycées d'excellence aussi, ils méritent d'être encore plus soutenus. Ça aussi, je le dis. J'ai visité Mariama Ba, j'ai visité le lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Il y a vraiment un effort de l'administration et des enseignants, mais je pense qu'ils ont besoin encore d'un peu plus de soutien, que l'accès à des ordinateurs portables, etc. La facilité d'accès à Internet, le fait d'avoir des salles de travaux pratiques fonctionnelles, ainsi de suite. Notre école doit aussi suivre l'évolution du monde, qui est l'arrivée du numérique. Les programmes doivent changer, on en a parlé, mais l'intelligence artificielle, le codage, la programmation doivent désormais être dans les programmes du secondaire, des collèges et du secondaire. Et c'est cela qui fera aussi que nos élèves et étudiants seront beaucoup plus branchés sur des vocations scientifiques et techniques. Mais une pensée également, professeur, à ceux qui sont dans les abris provisoires. C'est clair qu'il Je parlais tout à l'heure de l'importance de l'école publique. Vous êtes le produit, vous êtes un exemple, un modèle. Le président de la République est un produit de l'école publique. Mais il y a toujours des élèves qui sont dans des abris provisoires. C'est des efforts importants à faire. Et c'est là où le volet du numérique est aussi très important. Pourquoi? Parce que le numérique permet d'économiser le béton. Le béton coûte cher. Alors qu'aujourd'hui, moi, je plaide. Il faut qu'on ait l'Internet partout, dans tous les villages. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas admissible. On est en 2022, 62 ans après notre indépendance. On a encore presque la moitié de la population qui ne sait pas lire et écrire. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas se développer avec ça. Il faut absolument alphabétiser toute la population. Et vous ne pouvez pas le faire si vous ne le faites pas dans les langues nationales. Il faut alphabétiser toutes les populations pour qu'on ait une population qui ait un niveau intellectuel suffisamment relevé pour que aussi la sensibilité à la science et à la technologie puisse évidemment prospérer. Et cela, vous ne pourrez pas le faire sans utiliser le numérique. Et en utilisant aussi le numérique, il est possible d'aider les élèves qui sont dans des endroits les plus reculés, non seulement à accéder à l'école, mais de pouvoir étudier avec des enseignants qui sont de niveau très élevé et qui ne peuvent pas être sur place. La circulation du savoir. La circulation du savoir, non pas par les personnes, mais par l'équipement scientifique et technique, à travers l'équipement scientifique et technique. Oui, professeur, merci d'être là. C'était des échanges extrêmement importants. Nous parlions de l'éducation, comment repenser l'école. Merci pour votre disponibilité, merci pour votre science. Merci de nous avoir invités. Et c'est un plaisir également. La noblesse anodine, Samba, Babacar, Ngala, Ibamar et Silla pour la photo. Merci pour toutes ces personnes-là qui nous permettent de faire ces émissions, une émission du livre de la lecture et de l'écriture, une émission du savoir, ces belles lignes. Continuez de suivre les programmes sur ITV.